Coucou, c'est Chloé. Bienvenue sur mon podcast, La Pétillance, un lieu où on parle de toi, de moi, de nos amours et de nous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode avec Lily. Coucou Lily. Coucou. C'est un épisode qui me tenait très à cœur. On va aborder aujourd'hui le sujet de l'avortement sous un œil un peu plus intimiste, un peu plus témoignage que plutôt médical, parce que Lily et moi allons vous faire part de nos expériences respectives quant à ce sujet-là. Alors comme pour tous les sujets abordés dans ce podcast, le but n'est pas de porter plainte contre qui que ce soit, ce n'est pas le bureau des plaintes. On est là pour partager des expériences de vie dans le but, tout simplement de s'enrichir, parce que comme je l'ai dit dans le premier épisode, c'est que je pense qu'on s'enrichit toujours à travers les expériences d'autrui. Donc voilà, petit warning avant qu'on commence. Je tiens juste à préciser que c'est possible que Lily et moi, prises par nos émotions, on lâche quelques larmes. Et voilà, donc si jamais ça dérange certaines personnes, vous êtes prévenus. Et autre warning, ça reste quand même un sujet délicat qui peut-être provoquer des larmes cette fois-ci chez vous. Et voilà. Parfois, je pense qu'il y aura peut-être des passages à prendre avec des pincettes si jamais vous êtes sensible au sujet d'une façon ou d'une autre. T'es prête, on y va ? Je suis prête. Alors, je vais commencer par te demander, par te présenter, me dire ce qui t'anime dans la vie, ce que tu aimes faire, quel âge tu as, et voilà, c'est mon début. Du coup, moi, je m'appelle Lily. J'ai 19 ans, je vais sur mes 20 ans en début 2023. Et clairement, je suis un peu une passionnée de tout. Je me passionne de tout ce qui pourrait toucher à l'art de manière générale et pour mon travail. Donc, moi, je travaille dans le commerce, globalement. Et tu es auto-entrepreneur. Ouais, je suis auto-entrepreneur. Depuis combien de temps ? Ça fait à peine 2 mois. C'est tout récent. Bon, et ben on te souhaite le meilleur. Je pense qu'on va commencer le podcast maintenant parce que ça risque d'être un chouïa long. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, est-ce que tu peux me recontextualiser cette expérience que tu as vécue ? Quand c'était ? Avec qui c'était ? Si tu es toujours ou pas avec cette personne ? Alors du coup, moi oui, je suis toujours avec cette personne, donc on appellera Tom. On a commencé à sortir ensemble donc en janvier 2022, donc c'est récent. Et du coup, on a eu pas mal d'expériences très positives et très négatives ensemble. Comme beaucoup de couples. Ouais, c'est ça, mais en très peu de temps. Très condensé, très très condensé. On a appris que j'étais enceinte le 6 septembre. À savoir que nous sommes actuellement le 16 novembre 2022. Voilà, donc c'est très très récent. Et j'ai dû procéder du coup à mon avortement le 4 octobre. Le matin du 4 octobre, donc moi sous anesthésie générale. Alors de mon côté, je pense qu'on va répondre un peu tour à tour. Bon, il y aura forcément des moments, ce sera un peu mélangé avec des échanges peut-être un peu plus fluides. De mon côté, j'ai avorté il y a à peu près un an et quelques semaines. Je ne suis plus avec la personne qu'on nommera Elio pour ne pas apporter préjudice à qui que ce soit. Voilà, j'ai avorté d'un embryon qui avait 1 mois et demi à peu près. Et voilà, je pense que c'est un bon début pour introduire le sujet. Lélie, est-ce que tu peux me dire comment tu as vécu ton avortement ? Quel rapport tu as eu avec les soignants ? Personnellement, mon avortement, moi, ça a été un peu compliqué parce que j'étais mentalement pas du tout prête à ça. J'en avais pas envie. Moi, j'ai dû avorter pour des raisons médicales. Pour le coup, j'ai eu des soignants vraiment incroyables qui se souciaient vraiment de mon état, que ce soit mental ou physique, et qui... Enfin, j'ai été bien entourée et encore aujourd'hui, je vois encore la chirurgienne qui m'a opérée parce que moi j'étais sous anesthésie générale. Du coup, j'ai un suivi incroyable. Quel rapport tu as avec ton amoureux et avec toi vis-à-vis de cet avortement quand il s'est passé ? Disons que par rapport à moi, ça a été compliqué parce que j'ai vécu beaucoup de choses négatives, mais je ne m'en suis jamais rendue coupable. C'était toujours du fait d'autrui. Aujourd'hui, l'avortement, c'était un peu de mon fait, c'était ma décision unique à moi-même. Et ça faisait énormément peur à Tom du coup, parce qu'effectivement il avait aucun pouvoir de décision. Si du jour au lendemain je voulais le garder, je pouvais le garder. Et ça lui faisait peur. Aujourd'hui du coup il est soulagé, forcément. Ça lui a fait un peu de mal, mais il s'en sort plutôt bien et aujourd'hui je dirais qu'il arrive à vivre avec sans grandes complications. Moi c'est un peu plus dur, mais comme je dis c'était pas ma décision, si j'avais pu je l'aurais gardé.
Qu'est-ce qui a fait que tu ne pouvais pas garder cet embryon? Et d'ailleurs, tu étais enceinte de combien de semaines? Avec mes dernières semaines aménorrhées, donc moi ça a commencé le 28 juillet 2022, donc j'étais environ à 10 semaines aménorrhée. Du coup, je ne pouvais pas le garder parce que du coup j'avais un déficit hormonal et l'endométriose au passage. J'avais des risques d'hémorragie tout simplement parce que j'avais très peu, voire pas d'endomètre dans mon utérus, qui faisait que du coup ça rendait l'utérus comme un environnement hostile pour le bébé. Donc ça a été un peu compliqué d'encaisser en fait le fait que je ne pouvais pas Tu pouvais pas le garder pour le bien-être du développement du bébé et pour toi? C'est ça, exactement. Quels étaient les risques du coup? Décollement du placenta en début de grossesse, donc en gros fausse couche, on va dire classique. Il y avait un risque que le décollement du coup en fait ne s'évacue pas, mais qu'il aille se loger dans une des trompes, si on parle de vraiment début de grossesse hein, bien évidemment. Et sur le long terme on parle d'hémorragie. On va faire très court parce que c'est un peu compliqué, j'ai plus exactement les termes du médecin, mais en gros... oui c'est ça, ce sont des termes du médecin du ouais, coup. C'est ça, c'est des termes médicaux très précis. Clairement... en fait, je risquais ma vie et celle de mon enfant et le pourcentage de chances que je puisse faire naître dans de bonnes conditions, sans malformation, etc., avec le déficit hormonal, était très réduit. C'était de toute façon le conseil de tout le monde, c'est pas... De tout le monde, c'est-à-dire tes proches, tes amis, mes ta famille, ton chéri? Et les médecins. Et les médecins? Ouais. Qui disaient que valait mieux mettre un terme à la grossesse avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu penses que sans ces problèmes de santé-là, et donc si tu n'avais pas été en danger, ni toi, ni le potentiel bébé, tu penses que justement tes proches auraient pris la nouvelle sous un autre angle? Non. Pas pour tout le monde. Comme je t'ai déjà parlé de ma tante qui, elle, était à fond avec moi. Mais pour mon copain, c'était vraiment compliqué parce qu'il ne voulait pas être père. Pour lui, c'était vraiment trop tôt. Pas oublier que du coup, je vais à peine avoir 20 ans et que lui, il a 21 ans. Donc on est très jeunes. Et il était clairement pas prêt. On a chacun eu une enfance plus ou moins... pas compliquée, mais il a eu des rapports assez spéciaux et il veut pas faire vivre à son enfant les rapports qu'il a pu entretenir dans sa vie. Pas de reproduction de schéma familial. Exactement, t'as tout compris. Et du coup, lui, c'était vraiment sa crainte de refaire vivre ça. Et moi, pour le coup, j'étais à fond. J'aurais vraiment eu envie de continuer si j'avais pu. Et je pense que pour ma mère, c'était non, tu es trop jeune. Je fais une petite pause dans ton histoire pour introduire doucement la mienne, pour qu'on soit un peu raccord quand on ira s'aventurer à qu'est-ce qu'on ressent. La partie compliquée. La partie un peu plus complexe du podcast finalement. De mon côté, j'ai avorté donc il y a 1 an. Contextualiser un petit peu cette histoire, c'est que j'ai avorté pendant les vacances de la Toussaint. Une semaine avant, je me sentais malade. On va parler d'ailleurs de symptômes un peu après, mais je me sentais très fatiguée. J'avais des... C'est drôle, j'allais dire contractions. Non, alors pas du tout. Tu sais quand tu fais du sport, des courbatures. J'étais fatiguée, je me sentais... Franchement, puis c'est la période quoi. Automne, c'est... la période où tout le monde tombe malade, donc c'était pas forcément... inquiétant. Je m'inquiétais pas du tout. Et j'ai ce truc de faire un test de grossesse tous les 2 à 3 mois. En plus du fait d'être sous contraception, je prends la pilule. Mais j'ai cette fâcheuse tendance encore maintenant à parfois la prendre de façon ultra indélicate, ou ça m'arrive de la prendre en retard ou de l'oublier en fait. Donc je mets pas l'hypothèse, l'idée que éventuellement ça peut être... peut-être que je suis tombée enceinte... non pas parce que je prenais la pilule et que pouf c'est arrivé, mais peut-être parce que j'ai mal pris la pilule. Je ne sais plus, honnêtement j'en ai aucune idée, je me rappelle plus du tout. Et encore moins maintenant, 1 an après. Mais donc j'avais mon meilleur ami au téléphone qui habite en Nouvelle-Calédonie, avec qui on s'était mis d'accord de faire ce test de grossesse ensemble. Veille, j'avais discuté avec Elio justement, et puis c'était pas la première fois qu'on abordait le sujet de grossesse, puisqu'on avait des rapports sexuels assez réguliers. On avait quand même discuté de cette hypothèse du fait que je puisse tomber enceinte, et que si ça arrivait, on avait décidé ensemble que j'avorterais. Donc le cadre était déjà imposé. Pas de chance pour moi, mon meilleur ami n'était finalement pas disponible le matin même où j'ai fait le test de grossesse, puisqu'on était pendant les vacances de la Toussaint et que personnellement je n'ai pas la chance d'avoir mes proches familiaux à proximité puisqu'ils habitent dans le Pacifique. Et mes amis qui eux peuvent rentrer chez eux le week-end, etc., pour le coup étaient chez leurs parents à Saint-Étienne ou autre part pendant cette semaine-ci. Donc je me suis retrouvée toute seule à faire les démarches en fait, tout simplement d'avortement. J'ai commencé par paniquer parce que c'est vrai qu'en France je ne savais pas comment me débrouiller. Puis bon, si
aussi, avec nos expériences, on peut vous indiquer un peu si jamais ça vous arrive comment faire. C'est une bonne chose aussi, ça sert à ça de partager ses expériences de vie, ça sert à donner des tips, des conseils, à prendre soin des autres par la parole et à s'enrichir par le même biais. Mais donc j'ai appelé le numéro vert du gouvernement qui concerne donc les IVG, puis j'ai eu droit à juste une voix toute suave qui m'a fait caresse au cœur, moi qui étais complètement affolée. Et donc cette dame m'a expliqué comment ça allait se passer, elle m'a donné différents contacts. J'ai donc eu l'après-midi eu droit à une prise de sang pour calculer le taux d'hormones de grossesse que j'ai, voir par la même occasion si tout va bien, etc. Je me suis rentrée un petit coton-tige dans le vagin, j'ai frotté pendant tant de secondes et puis je leur ai donné. Et j'ai eu les résultats assez rapidement. Donc pour confirmer également cette grossesse. Et le lendemain, j'ai eu rendez-vous donc avec un gynéco pour une échographie. J'explique pas l'échographie puisqu'on y reviendra après. Et ensuite, j'ai eu donc droit à un rendez-vous au planning familial de Villeurbanne à Lyon pour ce premier, parce que moi du coup ça s'est fait par voie orale, pour ce premier cachet qui donc se prend un peu comme un Doliprane, hein, vraiment avec de l'eau. Je crois que d'ailleurs qu'il y en avait 2. Voilà, donc j'étais avec la gynéco que je consulte habituellement. Ce premier médicament là, vient donc stopper la grossesse et 48 heures après, j'ai pris donc le second médicament qui vient tout simplement expulser en fait l'embryon et tout ce qui lui sert de maison dans votre corps. Voilà pour mon histoire. Je pense qu'on a mis les piliers de la maison. On peut peut-être creuser un petit peu plus maintenant sur le côté psycho-émotionnel. Je rebondis un peu sur ce que t'as dit dans le sens où t'as vraiment donné les étapes et on n'a pas du tout eu les mêmes. On a des histoires complètement différentes et puis toi c'était il y a un mois. Ouais, alors que moi c'était il y a un an. Et à peu de choses près, on est à la même date. Hein, à peu de choses près, on est à la même date. Mais c'est vrai que toi, tu as eu ce processus directement de dire c'était l'avortement. Et moi, ça s'est vraiment passé dans... En fait, j'ai fait à la base une prise de sang parce qu'on s'inquiétait que je sois enceinte, mais c'était une probabilité infime, étant donné que j'avais l'endométriose. Oui. Et c'est la semaine d'après, donc le 6 septembre, que j'ai fait un test de grossesse hasardeux, où j'ai découvert que j'étais enceinte, alors qu'une semaine avant, sur ma prise de sang, j'avais aucun bêta-HCG. Donc comme quoi, on peut avoir une prise de sang qui dit non, vous n'êtes pas enceinte et être bien enceinte. Ça existe. Je pense que c'est important aussi de le dire parce que ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Et d'ailleurs, par rapport au fait de désirer un enfant, cet enfant-là, ce qui aurait pu être un enfant, pardon, je me permets de nuancer parce que bon, ça n'a pas abouti. C'est faux, j'ai la langue qui fourche là, je suis épuisée, je suis désolée si vous savez la nuit que j'ai passée. D'ailleurs, je ne sais pas avec qui, mais attention. J'en parle, je me permets de faire un peu d'humour parce que bon, l'ambiance est alors non pas tendue, mais bon, on se sent émotive ici. Bref, avec non mais vous savez quoi, si j'ai écouté mon podcast, sûrement le précédent, où je parlerai de mes favoris du moment et puis on se comprendra. Et donc j'allais dire que par rapport à ce désir là d'avoir un bébé, et mais toi t'étais toute ouverte justement à accueillir un enfant. Alors que clairement j'étais pas prête. Hein. Et est-ce que les conditions étaient là ? Ah non. Les conditions matérielles, financières ? Financières et matérielles, pas du tout. Je venais de me lancer dans l'auto-entrepreneuriat. J'étais dans... Vraiment, c'était pas le moment. Mais je savais que je pouvais rebondir. Moi, j'ai commencé à vivre seule, j'avais 16 ans. Je me suis débrouillée à partir de rien. J'ai trouvé... Enfin, si tu veux, j'ai dit à ma mère, maman, je vais vivre toute seule. Tu sais, comme toutes les mères, elles font oui, on verra quand t'auras 18 ans. Et puis j'ai travaillé au blague sur des salons, sur des machins, j'ai fait de l'argent, j'ai emménagé toute seule. Donc je savais que j'avais les capacités mentales et physiques de rebondir. Mais c'était au début de mon auto-entrepreneuriat et ça collait pas. Mais émotionnellement, je le voulais. Émotionnellement, pour moi, aujourd'hui, c'est même s'il elle est plus là, c'est mon bébé. Ça restera toujours hyper important. De mon côté, c'est vrai que comme tu dis, le fait d'avorter était déjà une décision prise avant même qu'il y ait eu lieu d'être enceinte. Tout simplement pour contextualiser un petit peu ça, c'est que moi de mon côté, je n'ai pas du tout les capacités financières ou quoi que ce soit, je ne suis pas indépendante, bien au contraire. Je suis dans mes études de psycho, je vis aux dépens financiers de mes parents et tout comme mon ancien chéri qui lui, bon, même s'il est en alternance et je ne vous cache pas que les revenus étaient bien trop insuffisants pour gérer un être humain en fait entièrement. Puis c'est vrai que nos deux familles respectives, hormis quelques membres par-ci par-là dans la France, nos parents sont en Nouvelle-Calédonie. Et puis étant chacun très proche de nos parents et moi très proche de mon ancienne belle famille, c'était inenvisageable pour moi d'avoir un bébé dans un environnement dans lequel mes parents n'auraient pas pu être là en fait. Après bon, je ne sais pas comment ça aurait pu se passer, je ne sais pas si j'aurais quitté Lyon pour retourner à Nouméa, je n'en sais rien, la question ne se pose finalement pas. Mais c'est vrai que d'un premier regard, ça s'annonçait déjà compliqué. Et en plus de ça, je pense que mon couple n'était pas suffisamment solide pour accueillir
après un an de relation, même si on est resté quasiment un an ensuite après, pour accueillir un morceau de tous les deux, c'était juste inenvisageable. La maturité relationnelle n'était pas là, et la maturité sûrement de l'un comme de l'autre, à des degrés différents, n'était pas là non plus. Donc en fait, il n'y avait rien de très solide pour accueillir quelqu'un. J'étais un peu dans le même cas. Comme je te dis, moi ça faisait quelques mois que j'étais avec, donc très récent. Comme je t'ai dit, on avait vécu beaucoup de choses en condensé, et on a eu un démarrage un peu sur les chapeaux de roue. Ça a été un peu ça quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Pour lui, la seule solution existante, c'était l'avortement. Et en soi, il avait raison sur le principe. On n'avait pas les moyens financiers, on était ensemble depuis pas assez longtemps. On vivait même pas encore ensemble, maintenant oui, on a emménagé entre-temps. Mais on vivait même pas encore dans un appartement qui pouvait déjà nous accueillir, nous deux, dans de bonnes conditions, si tu veux. On avait un 20 mètres carrés sous les toits. Quand tu prenais ta douche, tu te baissais. C'était assez chaotique. Donc pour le coup, on n'était pas prêts non plus du tout. Mais comme si j'avais toujours eu cet espoir, tu vois. Et tu m'as dit que ta mère, du coup, t'avait exposé son opinion du fait qu'elle n'était pas forcément en accord avec le fait que tu aies un enfant maintenant. Est-ce que tu as eu un retour sur cette période, en fait, de ta vie par rapport à ta belle famille, enfin de ta belle famille? Côté de ma belle famille, donc c'est-à-dire la famille du côté de mon copain, ils n'en savent rien. Donc ni lui ni toi... Il a pas voulu en discuter, il a pas voulu en parler, il a décidé qu'il ne voulait pas exposer ça à sa famille, ce que je comprends. Donc, on n'en a pas parlé à sa famille. Pour la mienne, ma mère, quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, elle a été un peu autoritaire sur le début en me disant il faut que tu avortes, tu es trop jeune, tu n'as pas les conditions financières, tu te stabilises tout juste. Parce que faut savoir que le jour de mes dernières règles, c'est ma sortie d'hospitalisation. Donc c'était vraiment, je recommençais un peu ma vie après une hospitalisation de 2 mois pour des raisons psy. Pour ma mère, c'était vraiment pas le moment. Et en fait, elle me l'a un peu comme imposé. Je l'ai pas très bien vécu et je lui ai dit. En fait, j'ai été communicative. Je lui ai dit, maman, clairement, si tu continues à me pousser vers l'avortement de cette façon, ma décision ne viendra plus de moi, mais de toi. Et un jour, je t'en rendrai coupable. Et c'était une de mes craintes, parce que je suis très proche de ma mère. Et que je ne veux pas la rendre coupable de ça, je ne veux pas être en colère contre elle toute ma vie pour ça. Y a bien assez de choses dans la vie contre quoi on est en colère, alors clairement pas contre ma mère. Et elle a compris, on en a reparlé toutes les deux, et ça c'est plutôt bien fini. Aujourd'hui, on n'en a pas reparlé trop en fait depuis l'opération. Je la revois ce week-end, je t'en dirai des nouvelles. Mais pour le coup, on n'en a pas plus reparlé que ça. Elle sait que ça a été très difficile pour moi, elle m'a soutenue, mais on n'est pas reparlé dans les détails en tout cas. Et est-ce que tu te sens proche de ta belle famille au point d'avoir peut-être désiré avoir leur soutien? Oui. Ah oui, ça, c'est particulièrement sa mère. Je suis vraiment très proche d'elle, au point où elle m'envoie des messages pour savoir sur quel papier peint elle doit mettre sur son armoire. Tu vois, on est très proches, on se parle presque toutes les semaines. Clairement, ça aurait tenu que de moi, oui, je lui en aurais parlé, je suis sûre qu'elle aurait compris. Qu'elle en aurait parlé avec nous, qu'elle m'aurait soutenu, qu'elle aurait soutenu Tom. Mais disons que Tom est plus introverti, bien plus introverti que moi. Pas évident. De mon côté, j'en ai parlé donc à ma famille la veille d'avorter. Je revenais de chez l'échographe. J'ai attendu qu'il soit qu'il y ait une heure assez convenable pour pouvoir leur téléphoner avec le décalage horaire. Et donc, la veille d'avorter au planning familial, j'avais fait un appel vidéo avec mon petit frère qui s'était pointé et mes 2 parents. Et donc, je leur expliquais la situation, que voilà, le lendemain... J'allais passer donc la première étape de l'avortement. Ayant une maman qui est très sensible de par sa culture à l'avortement, c'est vrai que ça l'a émue. Et puis je pense que ça a aussi ému mes parents du fait que ils étaient dans cette perspective, mine de rien, on aurait pu être grands-parents en fait. Donc je pense que personnellement ça les a affectés. Je sais que ma mère m'a relaté plus tard que mon frère lui a dit que dans cette idée que je le garderais, il jouerait son rôle autant de grand frère pour moi que d'oncle potentiel pour cette petite chose. Et également pour mes parents, ils m'ont également, alors pas poussé à l'avortement, mais fait part de leur opinion en me disant écoute, on pense que tu n'as pas les ressources suffisantes pour subvenir aux besoins d'une tierce personne. Et ils avaient complètement raison, l'avis était le même de mon côté. Et vis-à-vis de ma belle famille, je suis très proche ou en tout cas à cette période-là, j'étais très proche de la grand-mère d'Elio et de sa mère. Je mourrais d'envie d'avoir le soutien et l'amour, la chaleur de ces 2 personnes-là en tout cas. Et je m'en suis sentie complètement privée, parce qu'en fait, Elio, pour des raisons qui lui sont propres et que même maintenant j'ai un peu de mal à cerner pour être honnête, a préféré ne pas en parler. On a parlé à son père et à son meilleur ami. J'ai pas
forcément eu de grands retours. En tout cas, je sais que ces femmes-là, si elles avaient été mises au courant à cette période, elles m'auraient donné autant d'amour que ma propre mère. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ce qui est entre guillemets marrant, c'est qu'on avait fêté Noël donc chez sa grand-mère à Amiens. Je m'étais retrouvée une nuit toute seule chez elle sans qu'Elio soit là parce qu'il devait nous rejoindre un peu plus tard du fait de son alternance. J'ai craqué. On a beaucoup eu de discussions à cœur ouvert. Je pense qu'elle m'a confié des choses qu'elle n'a confié à personne et inversement. Et donc je lui ai confié que voilà, j'ai avorté il y a à ce moment-là du coup un mois. Sa grand-mère s'est mise à pleurer. Il m'a dit mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Et je lui ai dit mais c'est pas que je ne voulais pas te le dire, c'est que je ne pouvais pas te le dire. Et je sais que voilà, comme elle me l'a expliqué, c'est qu'elle aurait d'Amiens pris la route pour m'accompagner durant toute cette procédure à Lyon. Et c'était d'autant plus touchant parce qu'en fait j'ai l'impression que je me suis quelque part privée et qu'on m'a privée de ce soutien que je n'avais pas sur place. Donc voilà, comme toi, je pense que j'aurai le soutien de ma belle famille maintenant. Bon, ces deux garçons ont décidé pour des raisons probablement différentes de ne pas en parler. On est vraiment sur le même vécu sur ça. C'est vrai. Par rapport à l'écho... Je saute un peu du coq à l'âne parce que je fais en fonction de comment ça me vient. Par rapport à l'échographie, est-ce que tu sais souvent quand une femme sait qu'elle va avorter, elle n'a pas forcément envie de regarder l'écran? Est-ce que toi tu l'as regardé? Ouais. Elle a fait l'échographie. Elle ne m'a pas montré l'écran. Du coup, mon Elle copain... te l'a caché Elle l'a caché. En fait, elle faisait l'échographie, donc l'écran était face à elle. Et moi, elle a fait l'échographie en interne. On te met l'appareil à l'intérieur du vagin. Oui. Ouais. Et du coup, bon, pas très agréable. Surtout quand moi, je suis extrêmement sensible et fragile du fait que je n'ai pas d'endomètre, c'est très vite douloureux. Du coup, je ne voyais pas l'écran. Et il faut savoir que mon copain m'avait accompagné à ce rendez-vous, donc je me rhabille, je vais me rasseoir auprès de lui, je reviens face à la gynécologue qui s'est rassise sur son bureau. Et elle commence à parler en me disant il va falloir qu'on parle, parce que c'est le moment où elle m'a annoncé le déficit hormonal et les dangers potentiels. Je lui ai un peu complètement coupé la parole. Je lui ai demandé est-ce que je peux voir l'échographie, est-ce que je peux voir mon bébé? Je pense que pour moi c'était vital. Je pense que si je l'avais pas fait, je ne me serais pas rendu compte que j'étais vraiment enceinte. Parce qu'on s'en rend jamais vraiment compte, tu sais, notre cerveau il percute pas tout de suite. Il a besoin d'un temps d'adaptation et je pense que moi j'avais vraiment besoin de ça pour me dire ah oui, t'es vraiment enceinte. C'est vraiment là, il y a vraiment une petite chose qui pousse en toi et je savais pas encore que j'étais en danger et lui aussi, mais à ce moment-là j'avais besoin de ça. Pour percuter. Et toi, du coup, tu l'as regardé? Merci de demander. Alors, le gynéco m'a proposé de le regarder. J'ai accepté. J'ai accepté parce que d'un point de vue médical, c'est vrai que c'est intéressant. On n'est pas forcément exposé à voir une échographie tous les jours. Moi, j'ai eu le droit, par contre, au gel sur le bidou avec l'appareil qui va avec. Et comme je l'expliquais à Lily en amont, c'est que j'ai pas été forcément très touchée de voir ce petit embryon. Ce qui m'a touchée, par contre, à ce moment-là, c'était que on m'avait annoncé, lorsque j'ai appelé le numéro vert du gouvernement d'ailleurs, qu'on vous glissera dans la description, on m'avait annoncé que j'étais enceinte de tant de temps. Et en fait, après avoir fait cette échographie, on m'a annoncé que j'étais enceinte de un peu plus longtemps que ça. Donc c'est vrai que ça a été un élément perturbateur. Ce qui a été le plus perturbateur, comme je te l'ai dit, c'était que une fois que je suis sortie de mon rendez-vous, j'avais la chance d'avoir une copine, Dieu merci, qui était libre pour me recevoir chez elle. Ça a été le seul moment avant que Elio revienne à Lyon où j'ai pu être en compagnie de quelqu'un physiquement. Ouais. J'ai regardé donc mon dossier, parce qu'en sortant du rendez-vous, vous avez donc votre dossier avec des photos, etc. etc. J'ai regardé... Ah ouais? Non. J'ai le droit, c'était que des dossiers informatiques parce que du coup c'était de l'orthogénie. Moi c'était l'orthogénie de Édouard Herriot, donc l'hôpital des hospices civils de Lyon. Non, je n'ai pas eu de dossier, les dossiers étaient uniquement électroniques et je n'aurai jamais les échographies. De mon côté, je l'ai eu d'ailleurs, je permets juste de glisser, j'avais demandé par curiosité au monsieur, peut-être pour me rassurer un peu aussi, si il voyait beaucoup de jeunes femmes qui venaient du coup se faire une échographie dans le cadre d'un avortement et la réponse était clairement oui, il me disait qu'il y en avait des dizaines par jour. Je trouvais ça dingue, 10 par jour, pas pour une personne alors qu'il y a encore plein d'autres gynéco etc. à Lyon, enfin c'est fou. Donc j'avais ouvert ce dossier-là en attendant le métro pour aller vers Hôtel de Ville. C'était très percutant lorsque j'ai lu que l'embryon était dans sa semaine où il avait une activité cardiaque. Là, ça a été la première fois où je pense que je me suis posé sincèrement la question de est-ce que je le garde ou pas. Parce que finalement tout commence à prendre un sens un peu plus profond que juste l'idée d'avoir un bébé. C'était l'idée d'avoir mon bébé avec Elio. J'ai mis du temps d'ailleurs à jeter ce dossier. J'ai jeté cette année, donc pour vous dire franchement plus de 8 à 9 mois plus tard. Et j'ai jeté tout simplement pour m'aider à aller mieux, pour m'aider à... Là ça commence à être un peu fragile. On commence à toucher des endroits un peu plus sensibles que d'autres pour m'aider à aller de l'avant en fait tout simplement. On reviendra un peu plus tard sur comment on se sent maintenant, mais voilà. Je pense que c'est un peu toujours compliqué. Hein. Je sais pas, je pense qu'il y a des femmes, tu vois, qui le vivent avec un relativisme
vachement plus décomplexées, puis en même temps qui sont ultra ok avec ça, qu'elles veulent pas forcément avoir d'enfants, qu'elles sont ultra ok avec le fait de pas avoir d'enfants actuellement, en tout cas dans leur vie. J'ai une collègue de travail un peu comme ça, qui a subi un avortement dans sa jeunesse. Elle a eu des enfants à 50 ans passés. Quand je lui avais parlé justement de moi, mon avortement, parce que j'ai besoin de trouver des figures féminines pour... Oui, bien sûr. c'est un peu le but aussi de ce podcast, hein. Mais voilà. J'avais besoin de quelqu'un qui en parlait, et j'ai pu lui en parler, comme à une maman. Pour le coup, elle l'avait vécu. Mais elle l'avait vécu vraiment... Enfin, aujourd'hui, en tout cas, je la sens vraiment détachée, un peu comme si c'était un événement de sa vie parmi tant d'autres. Alors que moi, j'ai un peu l'impression que... Non, ça partira jamais. Enfin, ça va te marquer à vie. Je pense, ouais. C'est un peu ce que m'avait dit l'une de mes tantes paternelles qui avait vécu, comme tu dis, très bien dit d'ailleurs, subi dans certains cas, et c'est son cas, un avortement. C'est que elle m'a dit qu'il en est toujours marqué. Alors non pas qu'elle va mal, mais qu'il y a toujours une empreinte de cette période-là dans son cœur. J'en ai donc parlé, comme je vous avais dit, avec la grand-mère d'Elio qui m'avait fait également part du fait qu'elle avait avorté. Voilà, donc en fait finalement on se rend compte qu'on est entouré de tellement de personnes qui ont traversé cette épreuve de façon tellement différente parfois de soi, ou alors parfois tellement similaire, que c'est assez réconfortant de se dire qu'on n'est pas le seul, comme dans toute situation compliquée d'ailleurs. On n'est pas le seul à traverser ça. Quels symptômes t'avais ? Du coup, on a estimé le week-end où a été créé du coup l'embryon, tout simplement par rapport à mes semaines améliorées et mon déficit hormonal. Donc je savais exactement quel week-end ça s'était passé. Et la semaine qui a suivi, j'ai vomi. Vraiment. J'ai passé ma semaine, au moindre aliment que j'ingurgitais, au moindre boisson sucrée que j'ingurgitais, je vomissais. C'était l'horreur. Ça a duré une semaine, et évidemment c'était ma semaine de vacances au Portugal. C'est pas trop fun. Avec tous nos potes. Ah, génial. Mais du coup, pas d'alcool. T'as pu manger de morue. J'aime pas le poisson. Mais pour le coup, ça a été très compliqué. Après, j'ai eu des nausées. Globalement, nausées tout le long. Tu te sentais fatiguée ? Ouais. J'avais des baisses de tension, parce que du coup, j'ai un tensiomètre, parce que je t'avais dit, j'ai eu des traitements de santé annexes. Déjà présents. Donc j'ai un tensiomètre, et donc je prenais souvent ma tension, et en général, faut savoir que moi, je suis entre 12 et 14 de tension. Sur des journées normales. Et là, je descendais parfois à des tensions de 7 ou 8, quoi. C'est rien du tout. Donc c'est très bas, c'est vraiment très bas, j'étais très faible. Ouais. Je dormais beaucoup. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai hiberné pendant un mois. Et je crois que le symptôme le beau que j'ai eu, c'est dont je t'ai parlé, enfin le plus beau, le plus marquant, c'est que j'ai la surveille. 2 jours avant l'avortement, je devais prendre un petit cachet pour détendre le col de l'utérus, en fait. Et le soir, Oui, parce qu'il y en a 2 à prendre, c'est ça ? C'est ça. Il y en a un 2 jours avant pour détendre le col, et un deuxième à prendre juste une demi-heure avant l'opération. Donc c'est pour bien détendre le col de l'utérus, pour faciliter le passage des instruments, etc. Et donc quand j'ai pris ce médicament, je l'ai pris vers 14h le dimanche, et le soir, vers minuit, j'ai commencé à sentir une petite bulle, comme si une petite bulle éclatait dans le bas de mon ventre. Mais vraiment très léger, très subtil. Bon, s'il y a des femmes qui ont déjà été enceintes et qui ont mené leur grossesse à terme, elles vont sûrement se reconnaître dans ce que je viens de décrire. J'ai un peu paniqué sur le moment, clairement. Je me suis dit, mince, c'est la bulle qui explose, enfin, c'est la fin, en gros, je vais faire une fausse couche avant même l'avortement. J'étais en panique. Comme je t'ai dit, j'avais cherché sur internet, Doctissimo me parlait d'embolie pulmonaire, donc j'ai un peu abandonné internet. Ne vous fiez pas à internet. Ne faites surtout pas ça. Non, surtout pas, sinon vous avez un cancer. Voilà. C'est clair. Mais du coup, j'étais un peu en panique, et je me suis dit, bon, on va attendre demain, j'appelle ma gynéco. J'appelle ma gynécologue, et elle m'explique que je fais partie des à peu près 1% des femmes qui sentent les mouvements du bébé avant le 4e mois de grossesse. Donc j'étais à 10 semaines, hein. C'était un toute petite chose. Mais donc ça s'explique par la contraction des muscles en création, en fait, dans l'utérus. Donc ça rend la chose d'autant plus réelle, d'autant plus humaine. J'étais émue, parce que d'un côté, je sais pas si un jour j'arriverai à retomber enceinte, hein, j'ai l'endométriose, mais c'était magnifique de me dire, j'ai senti les mouvements de mon bébé, et je peux me dire que j'ai vécu ça. Je le sais, je sais ce que ça fait, je sais ce que c'est et ce que ça représente. J'ai eu cette chance folle, peut-être qu'il y en a qui trouvaient ça horrible, hein. Mais c'est ma vision, en tout cas, des choses. C'était incroyable. Et du coup, toi, tes symptômes... Comment ça s'est passé ? Alors moi, mes symptômes, quand je pensais dans ma petite semaine d'être malade, j'avais des... Ah mais je l'ai dit tout à l'heure, j'avais des courbatures, j'étais fatiguée, pareil que toi, j'avais besoin de dormir beaucoup. J'avais ultra faim de viande, moi qui suis pas forcément ultra viandarde, j'avais faim de viande. Je me sentais un peu comme en Twilight, tu sais. Quand Bella, elle a besoin de sang pour son fœtus, et ben j'avais besoin de viande pour... Je me souviens pas d'une particularité alimentaire, moi.
Ah Déjà, je ouais? mange beaucoup de pâtes, mais ça change pas d'habitude. Si, les bonbons acides. À part ça, moi je sais que les pâtes, je pouvais pas me les voir. Les quoi? Les pâtes, justement, impossible. J'avais envie de sucre, j'avais envie de gras, j'avais envie de pâtisserie. Enfin, De tout ce qui était pas sain. Bah, écoute, en tout cas, j'avais des besoins des besoins et des envies assez spécifiques. J'étais nauséeuse aussi. Les seins qui gonflent pour toi aussi, je crois. Ah ouais. Ouais, les seins qui Et une gonflent. sensibilité aussi. Sensible aussi, ouais. La poitrine, ça a été, je pense, un des pires et ça m'étonne que j'y ai pas pensé avant que tu me le dises parce que vraiment horrible. Et du coup, tes symptômes continuent, je t'écoute. Bah non, je crois que c'est déjà pas mal en soi. On a fait à peu près le tour. Surtout qu'on était qu'au premier trimestre, vu qu'on a avorté. Donc Oui, on en a quand même. moi j'étais enceinte d'1 mois et demi à peu près. Peut-être un chouï plus, je suis pas sûre. Et Voilà, pour vous donner une idée, l'embryon faisait la taille d'un ongle d'annulaire, donc pas bien gros en fait. Comment t'as vécu ton avortement quand tu es passée au bloc? Au bloc. Déjà, j'étais tellement stressée avant le bloc. Mais vraiment, je suis désolée à l'équipe médicale de Lyon Sud parce que j'étais dans un état. Déjà au début j'essayais de rester sereine parce qu'on est dans des chambres doubles, donc il y avait une fille avec moi avec qui on a pu parler, qui était là pour la même raison que moi, on a pu discuter un peu ensemble. Puis quand elle est partie, j'ai pu tout lâcher en fait, j'ai pu lâcher tout, le stress, toute l'angoisse, parce que évidemment je voulais pas lâcher avant qu'elle parte à l'opération. Très mauvaise idée, hein, on va éviter de la rendre anxieuse encore. C'est ça, on va rester compatissant et gentil. Quand elle est partie, j'ai commencé à paniquer, j'ai appelé l'infirmière. Je leur ai dit clairement, là, c'est tout qui part dans ma tête. C'est là, d'une minute à l'autre, je vous dis que là, non, finalement j'avorte pas, j'abandonne, je garde l'enfant quitte à mettre ma santé en danger. C'était vraiment à ce point-là. Donc ils m'ont donné un calmant, enfin c'est un anxiolytique, prise très très rapide. On le fait fondre sur la langue, etc. Bon, ça a pas fait grand effet pour moi, mais comme je devais partir quelques minutes après, on va dire ça a fait son taf sur les quelques minutes. Et arrivé au bloc opératoire, on m'annonce en fait que on m'a pas donné le deuxième médicament pour détendre le col de l'utérus, parce que en fait il avait pas été prescrit, donc c'est une petite erreur, hein, ça arrive malheureusement, et que du coup on va devoir faire sans parce que c'est un peu trop tard pour le donner en fait. On part sur l'opération avec un petit stress en plus. En gros le seul risque c'était que ce soit un peu plus endolori parce qu'on va venir un peu plus tirer sur le col de l'utérus qui est un muscle, hein, et donc on va venir le forcer à se détendre plutôt qu'il se détend naturellement grâce à un médicament. Quand on est commencé à m'anesthésier, je me souviens avoir parlé en disant je sens que je suis en train de partir. J'ai vraiment dit ça au médecin. Et après j'ai dit, moi faut savoir que je lui ai donné un prénom parce que ça m'aide à faire mon deuil tout simplement, et que j'étais persuadée entre guillemets de son sexe, et j'ai pris un prénom qui est quand même plus ou moins mixte, enfin à une lettre près. Je l'ai appelée Lilia. Et donc les derniers mots que j'ai dit avant de m'endormir c'était je t'aime Lilia. Opération, apparemment j'ai arrêté, comme une crise d'angoisse en fait, j'ai arrêté de respirer dès que l'anesthésie a fait effet. Donc j'ai été intubée pour vivre. Je me suis réveillée un peu trop tôt. Faut voir que à l'avortement en opération en bloc opératoire, le geste dure globalement 3 minutes et l'opération tout au plus en dure 15. Donc c'est très court, heureusement, parce que je me suis réveillée au bout d'une demi-heure d'anesthésie. Faut savoir qu'une anesthésie générale, ça dure au minimum 1 heure. Donc vraiment au bout d'une demi-heure je me suis réveillée, encore intubée, donc je me suis étouffée. Le corps médical est évidemment venu m'aider immédiatement, ils m'ont extubée et j'ai une infirmière qui m'a demandé comment ça va. Et à partir de ce moment-là j'ai fondu en larmes, j'ai réalisé que je viens de perdre mon enfant, puis pour pas en rajouter suite à cette opération, juste après, donc en salle de réveil là où j'étais, évidemment tu saignes énormément. C'est pas douloureux en soi, c'est un peu comme un tatouage, c'est-à-dire que c'est douloureux mais c'est supportable, mais c'est surtout très gênant au bas du ventre. Et quand tu viens de perdre un être vivant que tu aurais pu imaginer comme ton bébé ou ton enfant, et forcément cette douleur qui est même malgré tout supportable, elle vient te rappeler que tu viens de le perdre en fait. Et ça a été horrible, ça a été 1 heure où j'étais complètement dans les vapes du réveil, de l'anesthésie générale, et je pleurais jusqu'à ce que, entre guillemets, on me rende mon enfant, ce qui n'était bien évidemment pas possible. À partir du moment où on m'a remonté dans ma chambre, je me suis endormie, et je pense qu'on continuera sur ça après. On parlera de l'après-avortement un peu plus tard. De mon côté, donc il y avait ce fameux médicament à 2 cachets à prendre, donc avec la gynéco et sa stagiaire pour stopper la grossesse. Et je me souviens, tu vois, qu'elle m'avait demandé est-ce que vous êtes sûre ? Non, j'étais pas sûre. Non, j'étais pas sûre. Mon avis, tout dépend, tu vois. Je pense que les nanas qui sont sûres d'elles n'hésitent pas forcément très longtemps, voire pas du tout. De mon côté, j'ai profondément envie d'être mère. C'était déjà un soulagement
que d'apprendre que je pouvais être femme, que je suis féconde. Et puis c'est vrai que mine de rien, cet enfant il faisait sens, il était dans un couple qui, même si très jeune, il y avait quand même beaucoup d'amour. Et moi je voulais avoir des enfants avec cette personne et absolument aucune autre. Donc il avait quand même une place importante, même si il était un petit poids. Et bon, j'ai dit oui parce que je savais que si je mettais trop de temps à me décider, j'allais sûrement remettre trop en question la fameuse question et que j'allais peut-être me désister. D'ailleurs, je te l'ai dit, mais je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on m'avait laissé le choix lorsque j'ai eu le numéro vert du gouvernement au téléphone de est-ce que tu vas avorter maintenant ou est-ce que tu vas prendre plus de temps de réfléchir à avorter plus tard. Mais sache que si tu n'avortes pas maintenant, et ben tu passeras sous aspirateur parce que on n'a pas de place en fait. On n'a pas de place. Et donc j'ai pris le médicament et 48 heures après, j'avais donc à prendre celui qui expulse l'embryon et son environnement. Si vous ne le faites pas avec un proche qui est là pour prendre soin de vous et veiller sur vous, parce qu'il y a des risques d'hémorragie, vous le faites tout simplement dans une clinique ou un hôpital. J'avais la chance de retrouver Elio à ce moment-là, donc était là pour m'assister si jamais et surtout m'accompagner psychologiquement. J'avais pris, je me souviens c'était un dimanche matin, j'avais pris le cachet sous les coups de 11h. Comme tous les dimanches matins, on avait notre routine d'aller au marché comme des petits papis-mamies, faire nos petites emplettes et en rentrant, on a tout rangé, on a préparé le repas, en attendant que tout cuise, on s'est lancé une hernie à deux et lors d'un rapport sexuel, par le biais de la pénétration, ça a déclenché donc les saignements et je me suis empressée comme j'ai pu d'aller aux toilettes parce que je sentais que j'étais en train de me liquéfier. J'ai tenu l'intimité en fait pour pas mettre du sang partout et j'ai quand même réussi à attacher les toilettes, chose que je ne voulais absolument pas, c'était de voir l'embryon et pas de chance. Je l'ai vu, j'avais mis par précaution une serviette hygiénique dans ma culotte si jamais le saignement arrivait de façon soudaine et ça a été le cas. Mais clairement soyons honnêtes, serviette hygiénique dans le cas d'une IVG ne servent à rien. Bah écoute, moi j'ai pas saigné à ce point, tu vois, je pense que j'ai saigné pendant une bonne quinzaine de jours. Ouais. Mais comme des spottings? Non, j'ai vraiment saigné pendant une quinzaine de jours. Donc je les alternais régulièrement. Mais c'était pas une hémorragie non plus et puis elles faisaient très bien leur taf, tu vois. Voilà, donc j'ai vu l'embryon, je l'ai jeté à la poubelle en même temps que ma serviette hygiénique et c'est vrai que, c'est un peu cracra ce que je vais dire, mais je pense que ça fait beaucoup sens dans le fait que j'ai eu un mal énorme à vivre cette période de ma vie, c'est que j'ai mis du temps en fait à jeter la poubelle. J'ai tardé parce que jeter la poubelle et c'était le jeter lui. Donc voilà comment moi je l'ai vécu, s'en est suivi des larmes encore et c'est bien, ça nous fait une bonne transition pour comment on le vit maintenant. J'ai énormément pleuré, j'avais la chance d'être avec quelqu'un qui a pris soin de moi par ses mots, par ses câlins, etc. Ok, pause. Guys, je ne sais pas ce qu'il s'est passé pendant l'enregistrement, j'ai l'impression qu'on passe du coq à l'âne, vous allez voir quand on va reprendre le podcast juste après. Ça reste quand même cohérent, j'espère que ça va pas vous embêter. Bref, gros bisous. C'est vrai, tu vois, et puis ça s'est inscrit dans une des raisons de notre rupture de mon côté. J'aurais aimé qu'il soit entreprenant du fait de faire à manger, faire le ménage, me soulager de ces choses ou juste demander si ça va. Ça, il le faisait. Au milieu d'une journée sans rien. Parce que moi, je m'en souviens pas forcément, mais oui, ça m'étonnerait pas en tout cas. Moi, en tout cas, je sais qu'il il est très introverti, il est pas hyper empathique, ce qui est l'opposé même de moi. Mais il est pas hyper empathique et du coup, j'avoue que encore aujourd'hui, parfois, j'aimerais juste qu'il me demande est-ce que ça va, tu vois. Après, non, perso, moi, sur tâches ménagères, etc., il prenait quand même bien le relais. Mais c'est plutôt, tu vois, le ça va. C'est dingue, moi, c'est l'inverse, tu vois. Ouais, c'est marrant. Après, non, c'est pas très drôle. C'est pas très drôle, on l'a pas bien vécu, mais c'est ironique. Mais c'est vrai que, vu nos deux cas comparés, c'est vrai que j'avais demandé à Elio, s'il te plaît, j'ai besoin de sortir de Lyon le temps d'un week-end, tous les deux en amoureux, j'ai besoin qu'on se retrouve, j'ai besoin de me retrouver, moi, dans toute ma féminité au sein de mon couple et pas dans ma féminité, dans ce rôle de mère auquel j'ai renoncé. D'ailleurs, petit aparté, on m'a beaucoup demandé, est-ce que cette décision que tu as prise a été influencée par Elio? Non, clairement pas. Je sais pas si toi on t'a posé la question, mais moi on m'a demandé est-ce que tu as avorté parce qu'il t'a demandé de le faire ou est-ce qu'il t'a imposé de le faire? Personnellement pas du tout. En fait,
Oui et non. Dans le sens, je m'explique, hein, parce que c'est très, très hard ce que je vais dire quand même. Mais c'est que quand je lui en ai parlé pour la première fois, il m'a dit ouvertement, je pense que c'était sur le coup de la panique, faut comprendre que chacun a sa charge émotionnelle, etc. Et lui, je pense que ça l'a tellement fait rentrer en panique, il m'a dit clairement, si tu n'avortes pas, entre nous, ce sera fini. Quand on vous dit ça, c'est un peu dur. Donc, sur le coup, j'ai fondu en larmes, on s'est un peu brouillé, pour pas dire s'engueuler, parce que vraiment c'était quand même léger. Et on en a reparlé 2-3 jours plus tard, où j'ai réussi en fait le temps de trouver mes mots, moi tout simplement, et de lui expliquer ce que j'avais ressenti quand il m'avait dit ça. Il m'a dit, en fait, c'est pas que si tu n'avortes pas, on sera plus ensemble. C'est que on va vraiment finir par tellement se disputer et avoir tellement de problèmes parce que moi je ne suis pas prêt et je ne peux pas assumer ça, et ça me fait peur du fait que aujourd'hui je ne suis pas maître de la décision, que si tu veux le garder et prendre ta décision toute seule tu peux le faire, que oui, on va se séparer parce que moi je ne pourrais pas, je ne veux pas, et j'ai pas envie de faire vivre à un enfant un père qui ne l'assume pas. Bien au contraire, j'assumerai mon enfant si tu m'y forces, mais je ne veux pas ça. Je ne veux pas ce genre de relation. Donc pour le coup, il y a un peu de oui non, ma santé passait avant tout bien évidemment, mais mon couple était quand même très important. C'est des principaux dans ma vie aujourd'hui, je vis avec lui, donc c'est pas pour rien. C'était compliqué de me dire, en fait dans ma tête c'était un peu choisi entre ta relation de couple et ton enfant. C'était un peu ce comme ça que tu l'as vécu. Ouais, alors qu'en soi c'était pas de sa faute, et ça a causé des disputes qu'on a encore eues récemment, où je l'ai accusé d'avoir tué mon enfant. Alors qu'il y est pour rien. Il a le droit de pas se sentir prêt, il a le droit de machin, et je suis totalement compréhensive là-dessus. Mais parfois, sur une dispute, sur trop de blessures et trop de charge mentale, tout simplement, je lui ai dit ça, ouais. Ça a été compliqué. C'est bien que tu aies fait la transition avec comment a vécu cet événement ton partenaire. Ouais. Parce qu'avant de revenir à ce que je disais au sujet de comment nous on l'a vécu, et en fait, faire très bref, de mon côté c'est très flou, j'arrive pas forcément à comprendre comment Elio l'a vécu. Je sais qu'il était stressé, puis il avait d'autres facteurs de stress dans sa vie, donc ça a été un supplément. Mais voilà, ça reste très, je sais pas exactement. Moi je me pose une question par rapport aux copains, parce que je sais que c'est pas pareil chez tout le monde, mais j'ai découvert une chose, c'est que le fait d'avoir un rapport sexuel et que je sois enceinte le dérangeait énormément. Ah ouais. Ça a bloqué toute notre vie sexuelle pendant du coup le temps de la grossesse, et j'ai eu la malchance après de déclarer une chlamydia bactérienne, donc pas de relation sexuelle encore. Du coup au final pendant cette période on ne l'a pas fait, mais ça m'a fait quand même un peu bizarre de me dire ah ouais, la grossesse pour lui, tu vois, ça bloque le rapport sexuel par rapport à... ça le gêne, ça lui met un truc qui le dérange, quoi. Parce qu'on dit qu'il y a deux grossesses, il y a la grossesse où tu n'as aucune envie et la grossesse où ta libido monte au plafond. Malheureusement pour moi, j'étais sur une grossesse qui du coup avait fait monter ma libido et mon copain baisser. Donc on n'était pas trop en accord là-dessus, et moi j'ai eu du mal à le vivre. C'était compliqué. Du coup, je voulais savoir, toi, s'il y avait eu ce genre de... ou pas du tout. On n'a jamais eu de problème à avoir des rapports sexuels, autant en période de règles qu'autant en période de, justement de fécondité comme à ce moment-là. Du coup non, on a eu des rapports sexuels, rien, tu vois, que lorsqu'il a déclenché mes saignements avec va-et-vient de son sexe, c'est qu'on n'avait pas de soucis en fait à coucher dans l'idée que j'étais enceinte. Il n'y avait rien de particulièrement plus excitant ou quoi, je pense que c'était juste du fait qu'on s'était pas vu depuis un moment, que voilà, on s'aimait et qu'on avait des envies nos envies habituelles en fait, et la grossesse n'a rien, en tout cas à ce moment-là, ça n'a rien changé à la qualité du rapport. Peut-être que si j'avais été enceinte de 8 mois ou pas, ça aurait changé quelque chose. Là, pas du tout. Pas du tout, il n'y avait rien de suffisamment développé pour peut-être apporter un... T'as pas eu de changement d'envie en gros. En tout cas... Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on a couché, on n'a pas reçu plus ou moins de plaisir du fait de la grossesse. Et ma libido, je me rappelle plus si elle était plus haute ou pas. Je sais que dans ma relation précédente, j'ai toujours eu une fréquence libidinale élevée. Donc en fait, non, je m'en souviens. C'est possible que ça a été plus que d'habitude, mais je pense que j'étais tellement affectée par des émotions négatives que je ressentais que c'est peut-être eu aussi un impact dessus. Ouais, je comprends. Je reviens là où j'en étais parce que je suis en train de percer et je sais plus ce que je disais. Je te disais donc que j'avais, tu sais, ce besoin de sortir de Lyon. Et monsieur, j'attendais un petit peu de sa part qu'il prenne les choses en main, qu'il me soulage du fait de faire des recherches et que voilà, qu'il montre un véritable intérêt, une envie, tant pour moi que pour la relation. Non pas qu'elle battait de l'aile, au contraire, mais voilà, de s'accorder cette petite escapade d'une ou deux soirées. Ça ne s'est absolument pas fait pour des raisons qui me
semble un peu... Évident. Non, bien au contraire en fait, Ah ouais. qui me laisse sans voix, un manque supposé de temps, et alors que bon, je crois que dans ce genre de moment très critique dans la Tu vie prends d'une le temps. personne qu'on aime, d'autant plus quand c'est sa copine ou son copain, le temps le prend. Bref. Et donc, tu sais, je t'avais dit tout à l'heure, je trouvais ça dingue parce qu'en fait, ce petit séjour autre part qu'à Lyon, je l'ai fait donc 1 an après, quasiment pile à Aix-les-Bains, et je crois que c'était tout ce dont j'avais besoin. Juste sortir de Lyon avec mon mec. Et en fait, je suis sortie de Lyon 1 an après avec mes potes, copines. Donc voilà, je trouve ça assez marrant. Ouais, c'est Enfin, clair. marrant, c'est pas, ça me fait Enfin, c'est clairement ironique. pas rire, mais Non, mais c'est ironique, et puis surtout, ça montre bien comment tu l'as vécu La à ce vie moment-là et comment tu le vis aujourd'hui, la comment vie tu est compares. assez drôlement agencée parfois. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que ça m'arrivait très souvent, et je sais pas toi, parce que pour le coup, c'est un peu plus calqué à toi, ta période actuelle vis-à-vis du moment où t'as avorté. Mais c'est vrai que les premières semaines, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, je pleurais tout le temps. Ouais. Je pleurais tout le temps, ça me venait, je sais pas, en regardant un film pour aucune raison d'autre que celle-ci. Ouais. Quand Dès je que marchais, je voyais un bébé. quand je pouvais plus voir d'enfant. Et c'est Dès bien que- que t'en parles, parce que tu sais quoi, j'allais oublier d'en parler. Je ne pouvais plus voir d'enfant. Impossible moi de non voir plus. un enfant sans pleurer. Ou donc une femme impossible de enceinte. regarder. Impossible. C'était pire. Encore jusqu'à quelques mois, je pense, j'irais 1 ou 2 mois, je pouvais pas voir de femmes enceintes ou même d'enfants en bas âge, parce que c'était trop compliqué de me dire qu'ils étaient vraiment le reflet de Que j'aurais ce pu à être. quoi j'ai renoncé, quoi. En plus, pour le coup, c'était compliqué parce que, enfin, comment dire, c'est vraiment ce que j'aspirais. C'était vraiment, entre guillemets, dans ma tête, j'avais l'impression d'être forcée, mais d'avoir quand même pris la décision. Tu sais, je me rendais quand même coupable de ça. Et donc, dès que je voyais un enfant ou une femme enceinte, j'avais l'impression d'avoir loupé le coche, quoi. Parce que, je le rappelle, je suis probablement aujourd'hui stérile. Ou en tout cas, je suis très peu féconde. Comme quoi, ça se repassera peut-être plus jamais. Et ouais, pour le coup, j'avais un peu cette sensation de louper le coche. Et comment ils se comportaient tes amis avec toi? Comment ils se comportent toujours d'ailleurs? T'as eu de leur soutien? Parce qu'on a parlé des chéris et des familles, mais pas de... Des amis. Faut savoir que mes meilleurs amis, moi, ils sont à Paris, parce que j'ai grandi à Paris. J'ai vu mon meilleur ami fin octobre, et j'avais vu mon autre meilleur ami un peu plus tôt, un peu avant l'avortement, donc lui, il m'a vu, entre guillemets, enceinte, et mon autre meilleur ami ne m'a pas vu. Mon premier meilleur ami, on en a parlé un peu, mais c'est assez spécial, c'est que je compartimente un peu ma vie, et parfois, quand je vais être dans le milieu social de ma vie, je vais compartimenter mes émotions. Autant il y a avec des personnes comme mes parents ou mon copain, je ne vais avoir aucune gestion de mes émotions, ça fluctue comme jamais. Autant avec mes amis et les personnes entre guillemets qui m'entourent, je vais avoir une gestion de mes émotions mais qui est automatique, c'est-à-dire que je le contrôle même pas, c'est même pas que je le veux, c'est que mes émotions se rangent dans une petite case et disent on va se faire oublier un petit moment, vis ta vie, on verra. Et du coup souvent en fait c'était après les avoir vus que je rentrais chez moi et que j'explosais complètement en larmes parce que c'est pas facile, c'est pas du tout facile. Mon meilleur ami, on a fêté ses 20 ans, donc j'étais entre la fête et le fait de parler de mon petit du coup fœtus à ce moment-là. Du coup, j'étais un peu entre les deux, entre le fait de faire la fête avec mon meilleur ami et de kiffer ses 20 ans, et voilà, on a 20 ans qu'une fois, et le fait d'avoir entre guillemets un peu envie de lui en parler plus en détail et qu'on n'ait pas trop le temps non plus. Donc depuis on en a reparlé un peu au téléphone, etc. Mais j'avoue que sur le moment, dans les milieux sociaux, pour moi ça me coupait complètement du fait que je pouvais parler de mes émotions. Après en appel, en message, c'est un peu plus simple. On va dire que j'ai un de mes meilleurs amis où j'ai une relation très basée sur entre guillemets l'humour, où on parle de choses plus légères et on a besoin de parler de choses légères parce qu'il y a beaucoup de choses graves qui arrivent. Et j'ai un ami avec qui justement on va parler de tout ce qui est très grave et du coup ça fait un gros contraste entre les deux et c'est pas mal. Ça m'a pas mal aidé d'avoir un peu le yin et le yang avec moi. Et vous, toi, en termes d'amis? J'ai un entourage amical en or, exceptionnel, sur qui j'ai pu me reposer et qui, tu vois, quand tu parlais du fait que tu l'avais nommé, tu lui as donné le prénom de Lilia, et que tu sentais que c'était une fille. Alors, écoute, je sais pas trop d'où ça me sort, mais récemment, il y a quelques mois de ça, et puis jusqu'à il y a quelques semaines, je pense aussi que j'étais enceinte d'une fille, ce qui est dingue, et je pense que c'est basé sur... C'est absolument pas fondé ce que je suis en train de dire, c'est juste un ressenti, et puis peut-être qu'il est complètement faux, ça on ne le saura pas. Mais par contre, c'est vrai que j'ai donc avoué à mes amis que j'étais allée sur le site de Pampers, le site de couches, parce que Pampers sur leur site propose plein de conseils, etc. Je sais plus exactement, mais des tips, etc. Et il y avait un calculateur en fait
de quand approximativement vous allez accoucher. Et je l'ai fait et ça a tombé sur la date, je me sens très bien, c'était entre le 9 et le 11 juillet. Donc c'était un cancer. À ce moment-là, quand cette année on a passé ce délai, justement le 9-11 juillet, c'était extrêmement compliqué pour moi parce que tu verras quand tu le verras en avril. Mais c'est le moment où en fait voilà, j'aurais pu accueillir mon enfant. Et bon, tu sais, quand même je suis contente de pas l'avoir fait parce que je crois que vu la situation dans laquelle je suis avec mon ancien amoureux, ça aurait été compliqué. Et puis pour toutes les raisons qu'on a citées en amont, j'ai la chance de mon côté d'être féconde. Je pense pas avoir de problème, en tout cas j'espère pas en avoir à l'avenir. Mais je tente tellement, on me croise les doigts. J'allais dire on touche du bois, je n'ai pas de bois là. Ou de la peau de singe. Tu connais pas? Touche du bois ou de la peau de singe. Ok. Bah voilà, on apprend des trucs. Mais j'allais dire que j'ai hâte, même si c'est dans 10 ans, ça me va très bien. Entre temps, il se passera plein de belles choses, de regoûter à ça parce que c'était une expérience incroyable que d'être enceinte, même si ça n'a duré que consciemment quelques jours, même si finalement c'était une souffrance. Encore maintenant, tu sais, du coup je permets d'enchaîner sur maintenant. C'est vrai que t'as un recul qui est quand même moins important du mien. Enfin que le mien. Moi déjà j'ai pas encore vécu la fameuse date du terme. En plus, pour moi, elle est vraiment hyper significative, quoi. Et bien en fait, c'est un mélange de tout, d'être enceinte et de vouloir l'être, mais de savoir que c'est pas le moment ou pour X raison de ne pas pouvoir mener sa grossesse à terme. Comment tu le vis là, à ce jour, du coup, avec le petit mois de recul que tu peux avoir? J'ai parfois l'impression que je réalise pas. Après l'opération, j'ai arrêté... Enfin, je ne pouvais ni manger ni dormir. Ça a duré une semaine. Où vraiment, dès que j'ai essayé de manger, je me rappelle le premier soir, c'était le surlendemain. Le premier soir, mon copain m'a dit allez, il faut que tu manges là, vraiment, tu dois manger. J'ai commencé à manger. J'ai mangé une bouchée, 2 bouchées. J'étais même pas arrivée à la moitié de mon assiette que mon copain me disait allez, s'il te plaît, prends-en au moins une dernière, s'il te plaît. Pour essayer de m'encourager en fait. Et arrivé à la dernière, j'ai été vomir. Vraiment, mon corps n'acceptait pas la nourriture. C'était plus fort que moi. Et c'était pas, je me forçais pas à vomir ou quoi que ce soit, hein, on parle vraiment pas du tout de ça. J'ai pris la bouchée dans ma bouche, j'ai commencé à avaler et mon corps a tout régurgité. Donc ça a duré une semaine où pareil je dormais pas du tout, donc c'était long. Merci TikTok d'avoir animé mes nuits. Après c'est un peu comme si j'étais rentrée un peu dans cette désillusion, un peu comme si je l'avais pas vécu. Alors après à part c'est aussi, il faut savoir que j'ai un trouble dissociatif, dernière semaine en tout cas dont je ne me souviens pas, et donc que ça peut aussi jouer. C'est pas du tout quelque chose qui part en fait, si ça peut être quelque chose de général pour tout le monde, mais en tout cas moi aujourd'hui j'ai un peu l'impression de, quand je revois les images du jour de mon avortement, de la veille, du lendemain, etc. J'ai un peu l'impression que c'est quelque chose que j'ai vécu il y a 5 ans, que je m'en souviens à peine et que c'était pas quelque chose de marquant, alors que quand je pense aujourd'hui à Lilia, j'ai envie de pleurer quoi, parce que c'est ma fille. Et en même temps, vous voyez, j'ai ce contre-coup entre le fait que ce soit irréel l'avortement et le fait que ma fille existait mais ne soit jamais née. Enfin, tu vois, c'est un mix dans mon cerveau très spécial. Oui, c'est un mélange assez particulier, je suis d'accord avec toi, je le vis aussi. Encore à ce jour, rassurant. Le fait de se dire, en fait, il y a le fait que tu aies bien vécu tout ça est très réel, et puis en même temps ça n'a pas abouti. Donc il y a la conclusion de ce que tu as vécu qui n'est pas là, qui n'aura jamais lieu finalement, pour des raisons différentes et similaires en même temps. Voilà, on y a renoncé, et donc ça rend un peu le tout réel et irréel en même temps, c'est assez particulier. En fait c'est comme s'il manquait un point. C'est ça, c'est qu'en fait il y a 3 petits points à la fin, et c'est ce qui rend la chose aussi, je pense, particulièrement douloureuse, c'est que tu restes dans une forme d'attente de ce qui est en train de se passer. Dans un sens. Sûrement naturellement, on est un peu là dans l'attente du prochain, je pense que ce qui va mettre un point, entre guillemets un terme à ce vécu de l'avortement, c'est le jour où t'as ton premier enfant. Parce que du coup t'as vécu la grossesse, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Après de mon côté, le prochain c'est pas du tout d'actualité, et tu vois, ne serait-ce que de trouver une personne qui me donne envie d'avoir un enfant, et puis quelque chose qui m'a énormément marqué encore maintenant que je ne suis plus avec, mais ce que mon ancien amoureux m'avait dit, c'était le prochain on le garde, comme je viens de le citer, et c'est très poignant en fait pour quelqu'un qui est amoureux, et puis c'est très poignant pour quelqu'un qui est désireux d'avoir un bébé. Et qui est désireux d'en avoir au sein de cette relation-ci. Et puis quelque chose que ma belle-mère m'avait dit, parce que il s'avère que finalement on a parlé toutes les deux, c'est qu'elle a réussi à poser les mots sur ce que je ressentais vis-à-vis de mon ancien chéri. C'était que effectivement il y avait le fait d'être enceinte, et puis il y avait le fait d'être enceinte de cette personne, où finalement il y avait toute une symbolique derrière qui était gravée, c'était être enceinte de nous, pas être enceinte tout court. Ouais, c'est ça, je suis plutôt d'accord. Voilà, en tout cas, avec 1 an de recul vis-à-vis du moment où je tombais enceinte et que je l'ai appris, en fait c'est super compliqué.
Je le vis pas forcément très bien encore maintenant. J'ai plus ou moins récemment vu mon ex. Et voilà, ça a été l'un des sujets qu'on a évoqué pendant cette entrevue. Tu vois, j'en ai pleuré et ça a été quelque chose d'en parler avec lui après tout ce temps, après la rupture et plein d'autres choses qui sont passées entre ces deux moments. Et puis bon, dans toute l'indélicatesse possible, il m'a dit mais imagine on aurait un berceau là à côté de nous. Bah ouais, j'aurais pu imaginer dans d'autres circonstances. Maintenant je l'imagine pas et je veux pas l'imaginer parce que ça me reste juste absolument trop le cœur. Je pense que involontairement, hein, et c'est la pire phrase. Ah mais écoute, ça m'a détruite. Ça partait d'une bonne intention. Ah, je pense mais... pas. Je pense que c'était juste complètement déplacé. Qu'importe l'intention que c'est, tu peux pas te permettre de dire ce genre de choses à quelqu'un qui est devant toi en train de pleurer. Ouais. Donc qu'importe. Qu'importe dans quelle intention c'était faite, c'était juste trop nul quoi. Et puis je souhaite à personne, on va finir bientôt, ça fait déjà 1h20, mais je souhaite à personne de vivre cette... Moi je le vis vraiment de façon tragique, ça a été un drame dans ma vie, ça l'est toujours aujourd'hui. J'en parle plus autant parce que je veux pas étaler ma peine quand elle est présente, quand elle se manifeste, parce que Dieu merci elle ne se manifeste plus autant qu'avant, à mes proches ou à des personnes de confiance en qui je peux en parler. Mais tu vois, ça m'affecte toujours beaucoup. La semaine dernière, j'en ai pleuré. Je pense que voilà, je suis très émue. Je pense que j'en pleurais encore. Et ça va rester là. Ouais, bah de toute façon, en fait, en soi, c'est un peu comme si on n'avait pas le choix et en même temps toute la décision en nous. Et aujourd'hui, en fait, c'est une perte qu'on doit encaisser, qui est ni réelle ni irréelle. C'est-à-dire qu'il était bien là, mais en même temps, c'était pas encore... en totalité un être vivant, donc ça rassure un peu, et en même temps on se dit on n'est pas arrivé au bout de ce qu'on aurait pu aller. Enfin, c'est complexe, c'est une vraie complexité qu'on comprend pas et qu'on conçoit pas avant de le vivre, j'ai l'impression. Et puis peut-être que ça t'arrivera, mais au bout d'un moment, quand tu es dans une souffrance trop profonde et trop longue, par chance heureusement qu'ils sont là, mais l'entourage est quand même en train de te remuer en te disant il faut que tu passes à autre chose, ne l'oublie pas, fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais c'est compliqué. Exactement, mais qu'est-ce que c'est compliqué bien sûr. De passer à autre chose lorsqu'en fait, comme tu dis, on reste sur des points de suspension, que pour X raisons, on n'est pas sûr finalement de revivre ça et de mener à terme cette formidable expérience de vie qu'est le fait d'être enceinte, que ça se trouve que la prochaine fois qu'on le sera, il y aura des problèmes. Ou même que ce soit pas avec la même personne, oui, parce voilà, que ça fait dans une des différence. conditions nouvelles, mais pas forcément aussi... enfin, je sais pas. Enfin, tout sera tellement différent, et c'est... En fait, voilà, juste ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué de passer à autre chose sur quelque chose qui finalement n'a pas de fin et n'en aura jamais d'une certaine façon. Ouais, bah surtout que, en plus, je pense que sur ça, on est un peu pareil dans le sens où, comment dire, en gros, on a besoin de rien regretter, de saisir toutes les opportunités qu'il y a autour de nous, d'en profiter un maximum et de se dire si demain on me propose de faire ça, c'est une occasion exceptionnelle, je vais le faire. Et être mère, c'est une occasion exceptionnelle. Toutes les femmes ne peuvent pas, toutes les femmes ne veulent pas, mais pour celles qui le veulent, c'est quelque chose d'incroyable. Et de se dire qu'on aurait pu l'être maintenant, mais qu'on n'a pas été, fait mal. Parce que tu te dis que t'as peut-être loupé quelque chose. Alors bien sûr, on a loupé quelque chose, mais on le revivra sûrement, on le vivra sûrement avec, j'espère, un jour chacun notre futur enfant, j'espère. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est aussi ça, c'est de se dire j'ai loupé un truc, est-ce que je regrette ou pas? De toute façon maintenant c'est trop tard. C'est vrai que là pour le coup ça a été plutôt irréversible. Ouais, pour le coup t'as pas le choix. Et je sais pas si... Mais moi quand j'ai vécu l'avortement aussi, on m'a dit à la fin de l'opération on te fera une échographie pour voir si tout est bien parti. Et je l'ai attendu cette échographie, mais ils l'ont fait quand j'étais encore endormie. Je pense que de voir cette échographie, ça m'aurait aidé. Tu vois? Tu penses? Ouais, quand j'ai vécu ma grossesse nerveuse, on m'avait fait une échographie vide. J'avais toujours un espoir. Et quand j'ai eu l'échographie vide, la prise de sang vide, tout était vide, c'était une grossesse nerveuse, donc pas d'enfant, hein. C'était juste ton mental qui est un peu tourmenté. Oui, pour une raison de vouloir un enfant, ou justement de ne pas vouloir un enfant par peur, le corps... Ou alors, en fait, moi c'était surtout parce que je savais que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Voilà, et créer une fausse grossesse avec les symptômes qui vont avec sans le bébé dedans. Et j'y étais jusqu'à 6 mois, hein. C'est parti très loin. J'ai encore les photos et quand je les revois, ça me fait bizarre. J'ai l'impression d'avoir perdu mon nom, alors que j'ai jamais eu d'enfant. Ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast. Ouais, dans notre épisode. Mais du coup, pour reparler de l'IVG, du coup, j'ai eu cette sensation qu'il me manque une information, tu vois. C'est ça qui le rend irréel. Ça aurait pu t'aider dans ton au revoir. Ouais, je pense.
Après, je pense que le au revoir, il se fera là tous les ans, hein, le jour du terme, le jour de l'avortement. Je pense que ça va être 2 dates par an, hein. Enfin, personnellement, c'est 2 dates où tu sais que tu peux pleurer Enfin, tu peux le pleurer tous les jours, bien évidemment, mais... Moi, j'espère pas quand même. J'espère qu'au bout d'un moment, la date... on la pleure plus. Oui, enfin, aura moins d'importance et que ce sera une expérience sans forcément y attribuer autant de détails. Ah ouais, tu penses vraiment que t'arriveras... Je sais pas, à... j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce que je me souhaite parce que j'espère pour c'est toi. compliqué de vivre quelque chose et de rester aussi focus... dessus, surtout si un jour tu vois j'ai des enfants, j'espère que c'est en plus moi j'ai même pas une date précise en soi, ça reste comme toute grossesse, hein, ça reste assez approximatif, ce sera pas quelque chose qui me restera en mémoire. Moi je pense que même si j'ai des enfants, je me dirais quand même il aurait dû avoir une grande sœur. Je pense que je serais plus dans la dynamique de mon entourage qui a eu donc qui ont vécu un avortement. De me dire que bah oui c'est présent, ça laisse une trace, c'est douloureux, ça a été douloureux, ça l'est sous une autre forme aujourd'hui. Mais ça nous a pas empêché d'avoir d'autres enfants, d'avoir reconstruit notre vie, de ne pas le vivre ne plus le vivre comme un drame comme ça a été le cas à l'époque. Moi je pense que me connaissant, j'ai quand même une résilience assez forte, je pense que je la vivrai plutôt sous cet aspect-ci. T'es déjà en train de passer, tu vois. Rien que d'en parler, t'es déjà en train de passer un cap. Heureusement, mon Dieu, ça fait quand même 1 an, c'est 12 mois, c'est intense, donc en émotion par rapport à ça. Est-ce que ça te va si on arrête le podcast maintenant? Oui, y a pas de souci. Ça fait un moment qu'on papote. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, prenez soin de vous. En petit mot de fin, si jamais je glisse dans la barre, dans la barre de recherche, non, mais dans la barre d'indication, le numéro vert du gouvernement vis-à-vis des IVG. Et puis n'hésitez pas à en parler à vos proches, n'hésitez pas à en parler à toutes les structures privées et publiques qui mettent à disposition donc des personnes à votre écoute pour vous accompagner dans ces périodes compliquées que peuvent être les avortements et vous indiquer comment faire en fait pour avorter dans la plus grande bienveillance possible et dans une dynamique où tout se passerait au mieux. T'as un truc à rajouter? Pour en conclure, je pense que malgré qu'on a eu des expériences complètement différentes, on l'a tout en termes de corps médical, etc., on l'a quand même extrêmement bien vécu. C'était une chance d'être entourée de soignants très professionnels et compréhensifs. En même temps, dotés d'une très grande douceur et de compréhension. Et puis si jamais ça doit vous arriver, c'est ce qu'on vous souhaite, d'être entouré au mieux. Par des personnes surtout c'est hyper important. Ne vous isolez pas, n'évitez pas, c'est dur, mais n'évitez pas la conversation, n'évitez pas d'en parler parce que c'est dur, oui c'est dur, mais je vous jure qu'après, quand vous en aurez parlé, quand vous aurez tout évacué, c'est soulageant. C'est vrai. Sur ces douces paroles, on vous embrasse et puis moi je vous retrouve dans un prochain épisode. Bisous. Bisous.